Bonjour. Allô? Donc, ce que je voulais le souligner de Denise Bombardier, c'est vraiment son sens du débat. Parce on a beaucoup parlé d'elle sur tous les aspects. C'est une grande dame qui fait beaucoup de choses. Mais ce qui était vraiment notable chez Denise Bombardier, c'est que vu qu'elle avait étudié en France, qu'elle était francophile, ben, elle avait un peu un sens du débat comme les Français. Puis elle avait importé ça ici. Donc, elle avait pas peur de dire sans détour ses opinions. Elle avait pas la langue dans sa poche, puis était souvent politiquement incorrecte. Tandis qu'elle était justement dans un Québec qui est comme un peu l'extrême opposé de la France. T'sais, on sait que la France, que parfois il y a comme vraiment des grosses batailles. On sait que les Français aiment le clash dans les débats, peut-être de manière excessive. Tandis qu'au Québec, là, on est dans une société plus consensuelle qui veut à tout prix chercher la solution, qui veut chercher la solution modérée, qui concilie tout le monde, mais à un point tel où on a de la difficulté à débattre de sujets importants. Parce que tout le monde veut essayer de bien paraître puis dans la solution consensuelle. Alors que Denise Bombardier arrivait, puis elle disait vraiment ce qu'elle pensait. Peu importe ce que pouvait dire le courant dominant, peu importe ce que les insultes qu'elle allait recevoir, elle avait pas peur de dire sa façon de penser. Puis ça, je trouve ça vraiment admirable de sa personne. Oui, c'est ce qui fait qu'elle a dérangé aussi. Ça a plu à certains et ça a déplu. Tu sais, on disait que c'était une personnalité qui, c'est ça, qui plaisait autant qu'elle a déplu parce qu'elle écoute, elle laissait pas indifférent par ses opinions. Tu as raison qu'elle débattait quand même de façon pas mal acerbe dans certains cas. Là. Absolument. Puis elle a quand même fait 30 ans à Radio-Canada. Elle était une intervieweuse de référence. Elle a quand même vu parmi les personnalités publiques les plus connues. Puis elle savait être quand même admirée. Parce que quand on se tient pour ses convictions, on finit par être admiré par tout le monde. Là. C'est-à-dire, quand on se tient pour ce on croit vraiment, ben, on finit par susciter le respect. Puis Denise Bombardier, je pense que c'est l'une des grandes leçons qu'elle peut nous laisser. C'est une femme de conviction, une femme courageuse, audacieuse, qui est quand même sortie, qui a réussi à sortir d'un milieu difficile, notamment sur le plan économique, mais aussi avec un père qui a fait beaucoup de méchanceté à son égard. Et elle a réussi à s'extirper notamment par la culture, en apprenant à maîtriser le français, en apprenant à connaître toute la richesse de la langue et de la culture française. Donc, c'est vraiment une leçon pour l'avenir et les nouvelles générations. Puis aussi, il y a le fait que tous ces combats sont repris par des nouvelles générations intellectuelles et de politiques, notamment pour la souveraineté, pour la laïcité, le féminisme aussi également. Mais le féminisme de Denise Bombardier, c'était pas nécessairement le féminisme intersectionnel qui veut déconstruire les genres. C'était plutôt, on sait que Denise Bombardier, c'est une femme qui réfléchissait beaucoup au rapport homme-femme, qui s'intéressait beaucoup au rapport complexe entre les hommes et les femmes. Donc, elle était attachée au fait qu'il y a une différenciation sexuelle. Donc, son féminisme, me semble, tient compte de certaines réalités. Je ne vais pas dire que c'est une autre époque non plus, mais quand elle ouais, c'est ça, je veux dire, on l'a moins entendu peut-être comme journaliste dans les dernières années. Donc, est-ce que sa pensée aurait évolué? Je pense pas, là, j'ai un doute. Vers l'intersectionnalité, comme tu dis. Mais est-ce que Philippe, tu trouves qu'on gagnerait? Bien, certainement, on gagnerait, mais on ne débat pas. Puis tu as raison de le souligner, là, c'est vrai qu'on débat pas. Moi, ça me marque à chaque fois qu'on voit justement des émissions de télé ou même, tu sais, françaises ou sur des plateaux quand je me retrouve en France, de voir à quel point le débat se fait... les gens débattent, en fait. C'est surtout ça. Mais tu as raison qu'ici, on a je sais pas si c'est culturel, je sais pas comment t'expliquerais ça. Je pense que c'est culturel, mais ça me rappelle, je pense qu'il y a un an, Mathieu Bocoté revenait de France. Puis là, il y avait un débat avec Patrice Roy Radio-Canada, avec Émilie Nicolas. Et là, à la fin, Patrice Roy a dit quelque chose qui a fait bien rire mes amis et moi-même. Il a dit, qui a dit qu'on pouvait pas faire de débat au Québec? Sauf que j'ai un de mes amis qui dit, il y en a un aux 5 ans. C'est celui-là, puis on attend 5 ans plus tard. Parce que des vrais débats, mettons, comme à France Culture, des choses comme ça, vraiment deux intellectuels ou des gens qui ont vraiment des positions campées, qui sont des théoriciens, tout ça. Au Québec, ça arrive vraiment une fois aux 3-4 ans, puis parfois c'est dans des médias comme plus marginaux. Mais pourquoi on n'a pas cette culture-là? Peut-être qu'on peut expliquer ça par le fait que dès les débuts de la Nouvelle-France, les premiers colons doivent trouver des solutions pour survivre à l'hiver, à toutes sortes, à des attaques, au fait que la vie est très difficile, puis il n'y a pas les mêmes cadres sociaux qu'en France. Donc, il faut que les nouveaux colons apprennent à collaborer ensemble rapidement et trouver des solutions de conciliation rapidement. Donc, c'est pas on n'est pas dans la même société qu'en France où là, il y a des aristocrates qui ont le temps pour discuter, qui ont le temps pour réfléchir et lire. Donc, on forme toute une société avec la haute bourgeoisie, l'aristocratie qui a le temps de se cultiver, de réfléchir sur l'avenir de la société. Ici, on a parti avec une petite colonie de quelques milliers d'habitants qui devaient trouver des solutions rapidement pour survivre. Donc, peut-être que c'est resté au fil du temps cette idée qu'il faut être plus conciliant.
Puis même notre contact avec les peuples amérindiens, ben, parfois il y a des sociétés qui étaient plus matriarcales. Et les sociétés matriarcales, c'est plus on cherche un consensus, on cherche à trouver une solution pour tout le village, si on veut. Non, mais donc, même quand on voit des débats encore aujourd'hui, là je parle pas de débats, mettons le débat en campagne électorale, là, parce que ça, c'est peut-être moins vrai, mais tu sais, autre débat, il y a toujours un réflexe de dire vous avez raison. Mais, tu sais, quand tu. Il y a quand même une espèce de petite partie pas assumée de je suis dans un débat, puis je vais t'exposer mes arguments qui sont contre les tiens, qui sont meilleurs que les tiens, mettons. Donc, il y a toujours... Je suis d'accord avec toi aussi, Philippe. Puis là, tu essaies de même pas dire mais, tu sais, si je peux ajouter, blablabla. Bla, 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 bla. Donc, c'est vrai que c'est pas des débats qui sont confrontationnels. C'est Jamais, hein? On a de la difficulté avec ça, puis souvent, on se dit pas de chicane à la cabane, on parle pas de politique à la cabane, à table. C'est ça. On s'accorde avec mon accordéon dans ma maison. Ouais. Je me souviens pas. Non, j'ai mal sorti, ce truc-là. Mais souvent, tout le monde en parle. J'entends souvent, par exemple, il invite 2 personnes qui s'entendent pas. Puis là, au fil de la discussion, ils disent non, mais on est d'accord. Ah non, mais on dit la même chose. On dit la même chose, Philippe. Ils disent non, mais. C'est la phrase cliché. On dit la même chose. Ben oui, on dit exactement la même chose. On s'était juste pas compris, en fait. C'est juste, puis là, c'est ça. Puis ou bien, on va dire, ben en fait, je vais vous éduquer. Je vais vous éduquer vers la bonne façon de penser. Donc, on a de la difficulté à penser qu'on puisse avoir 2 points de vue qui sont également informés, mais qui ne sont pas d'accord sur une certaine vision du monde. Donc, souvent, on a l'idée que si la personne n'est pas d'accord avec moi, c'est parce qu'elle n'a pas bien compris, parce qu'elle est mal informée. Alors que parfois, les deux sont bien informés, c'est juste qu'ils ont 2 visions du monde qui sont différentes, qui ne peuvent pas s'entendre. Mais on a de la difficulté à comprendre ça au Québec parce qu'on est peut-être une sorte de grande famille, en fait. En même temps, c'est drôle, c'est drôle de penser ça parce que l'histoire des 50 dernières années du Québec, c'est une dissension puis un débat entre la souveraineté puis le fédéralisme. Je veux dire, c'est pas comme si on n'était pas outillés pour faire, je veux dire, ce débat-là, je veux dire, tout le monde le fait à un moment donné ou à un autre. C'est pas le 24 juin, c'est en élection. C'est pas en élection, c'est en référendum, tu sais. Puis ça, je pense pas qu'on était dans une dynamique de on dit la même chose ou je suis d'accord avec toi, là. Je veux dire, donc, tu sais, c'est drôle de voir historiquement, notre histoire se fond, en tout cas notre histoire moderne, mettons, sur un débat de fond, là. Absolument. Ben, dans la Révolution tranquille, c'est Martin Lemay, un essayiste ici qui était déjà député, qui disait que auparavant, il y a quelques décennies, même juste il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on était capable de débattre au Québec quand même. Là. On avait un certain sens du débat. Puis, avec le temps, on dirait que ça s'est perdu. Puis là, on est retrouvé le côté comme plus, on est un village, on est en famille. Puis là, il ne faut pas qu'il y ait de dissension, il ne faut pas qu'il y ait de conflits. Mais dans la Révolution tranquille, puis dans la foulée des débats constitutionnels, ben là, il y a quand même des bons débats au Québec. Puis les gens sont capables quand même d'assumer leurs tendances. Mais même encore là, tu sais, les Québécois, quand on regarde, ils veulent toujours... Ce qui est préféré chez les Québécois dans les sondages, toujours la solution entre les deux. C'est-à-dire un genre de Québec, un pays dans le Canada. Une souveraineté association. Oui, c'est ça. Il faut toujours un trait d'union. Un partenariat. Il faut toujours une situation comme entre les deux. Là, ça, les Québécois aiment beaucoup ça. Donc, on a encore de la difficulté à assumer la conflictualité. Puis on le voit notamment dans le documentaire, Le confort et l'indifférence de Denis Arcand. Mm-hmm. Il y a un épisode marquant dans ce documentaire-là où il y a un leader du oui qui parle à une dame. Donc là, la dame âgée dit « Moi, je suis fonctionnaire, puis là, j'aurais pu mes retraites. Si le oui gagne, qu'est-ce que vous dites de ça? » Puis là, le leader du oui dit « Madame, après une victoire du oui, il ne va rien se passer. Il ne va absolument rien se passer. » Donc, on n'assume pas le fait qu'il va y avoir du changement, qu'il y a une possibilité de conflictualité, qu'il peut y avoir un minimum de désordre après une victoire d'un changement radical quand même. Donc, on est toujours dans l'idée que non, vous voyez, vos peurs, il n'y en a pas, il ne peut pas avoir de changement, en fait, il n'y a pas de désaccord. Donc, on est toujours dans l'idée qu'il n'y a pas de changement, il n'y a rien qui change, puis il n'y a pas lieu d'avoir un débat. Donc, Denise Bombardier, pour revenir à elle, c'était une dame qui assumait ses convictions puis qui pouvait être en conflit. Puis, qui n'a quand même pas eu peur d'affronter Gabriel Madineff, on l'a dit beaucoup. Alors que, comme on sait, par la suite, dans sa carrière, ça a été difficile parce que dans les grands cercles parisiens, on voyait ça en mal, le fait de s'être attaqué à Gabriel Madineff, qui n'était pas n'importe qui quand même, qui a publié beaucoup de livres, qui était apprécié par beaucoup de gens. Donc, Denise Bombardier était vraiment d'avant-garde sur cette question-là parce que, de nos jours, ben là, on se rend compte qu'elle avait quand même raison de confronter cet homme-là.
Je suis contente qu'on ait débattu là-dessus puis qu'on pense la même chose. Bon, Philippe, les Pays-Bas vont interdire à partir du 1er janvier 2024 téléphones cellulaires, tablettes, montres intelligentes dans les salles de classe. Absolument. Moi, je vois ça comme une très bonne idée parce que je vois comme une hygiène numérique. J'allais dire, tu vois, je suis encore d'accord avec toi. Bon, ben là, on va le faire exprès d'être contre ça, finalement. Non, mais... Non, on se trouvera d'autres sujets. Non, ouais, non, mais ça ça là-dessus, honnêtement, moi, je vois ça comme une excellente nouvelle. J'espère qu'il y a d'autres sociétés qui vont emboîter le pas, là, nous les premiers. Absolument. Là. Ben là, on sait que la Finlande a pris la même décision la semaine dernière. Donc, les pays scandinaves, toujours un modèle. Puis l'Angleterre et la France pourraient suivre ces idées-là. Pourquoi? Parce que on sait que les grandes technologies ont tendance à susciter beaucoup de distractions. Puis on sait que le niveau de concentration diminue de chaque année dans les sociétés occidentales. Puis ça, c'est notamment parce qu'il y a beaucoup de publicité, puis les écrans sont... Il y a toujours comme quelque chose qui apparaît, tout va toujours très rapidement. On peut toujours passer d'un écran à l'autre rapidement. Donc, c'est pas tant bon pour le cerveau d'être toujours sur des écrans tout le temps. Puis l'école, selon moi, je suis pas le seul à penser, devrait être le sanctuaire contre les écrans. Tout simplement, il y a un moment où l'élève peut faire une pause, où il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de monde numérique. On fait une pause, puis on revient au manuel, au livre, puis au tableau à craie aussi. Tout fonctionnait bien avant. Là. Moi, je vois pas pourquoi. On a eu un peu la naïveté de ça exclut pas les ordinateurs, ceci dit. Ah ben non, c'est sûr que ça a quand même son utilité. Là. Ça a quand même son utilité, exactement. T'sais, moi, je veux dire, l'ordinateur, je remets absolument pas ça en question. C'est très utile. Mais tu sais, quand je vois, ça me fascine de voir... en tout cas, tu sais, je sais pas, qui c'est de texter durant la journée. Puis, tu sais, il y a tout un bout aussi où je trouve que la concentration est forcément affectée, là. La concentration et, j'allais dire aussi, la socialisation. Parce que là, quand on va dans les polyvalentes... Ça, c'est sûr. Mais oui, tu sais, moi, j'ai fini mon secondaire il fait pas si longtemps, en 2016, puis il y a plein de jeunes qui étaient tout le temps sur leur cellulaire à l'heure du midi ou en récréation, puis ils ne se parlent pas ou peu. Alors, j'ai un ami qui étudie en psychologie qui me dit, oui, mais c'est une autre forme de socialisation, mais pas vraiment. Il faut quand même des contacts réels, si on veut. Là. Mais si on s'enferme dans cette une autre petite forme bulle, de socialisation, OK, peut-être, je sais pas, mais tu sais, ça viendra jamais compenser le lien direct, tu sais. Puis c'est sûr que ça doit renforcer. Tu sais, encore là, moi, ma fille est au secondaire, donc tu sais, c'est comme le genre de discussion qu'on a régulièrement aussi. Mais tu sais, quelqu'un qui arrive dans une nouvelle école ou qui en tout cas, tu sais, tu peux te rabattre sur ton téléphone cellulaire et ne développer aucun lien pas nécessairement par choix non plus. Il y a quelque part où ça te force pas à aller vers l'autre, ça te force pas à aller chercher l'autre non plus, ça te force pas à échanger. Il y a du bon, là, je veux pas tout jeter à la poubelle non plus, mais je pense que ce bon-là peut peut-être se faire en dehors des murs de l'école. Absolument, exactement. Puis aussi, je me souviens, quand j'étais encore secondaire, en 2015, on faisait une recherche, quand j'étais au programme international, il fallait faire comme un projet final en fin d'année. Et pour les heures de recherche, on nous mettait dans un laboratoire informatique, donc à l'ordinateur. Mais pour apprendre vraiment sur un sujet, il faudrait pas aller forcément à l'ordinateur d'abord, mais aller voir à la bibliothèque, consulter des livres. Mais on n'a plus ce réflexe-là, même chez les professeurs. On s'imagine que la recherche se fait presque exclusivement par ordinateur, par Internet. Pourtant, il n'y a pas si longtemps encore, on s'imaginait que c'était la bibliothèque avec des livres réels qui permettaient d'apprendre puis d'aller plus en profondeur. Et c'est ce que je crois aussi. Donc, je crois qu'il faut quand même réhabiliter le livre, l'art de la lecture, un certain art du silence aussi, puis du respect de l'autorité, tout simplement. Là. J'entends. Philippe Laurent, étudiant à la maîtrise en sociologie. C'est toujours super intéressant de discuter avec toi, mais le dossier des cellulaires en classe, là, j'ai l'impression que ce ne sera pas la dernière fois. Je nous souhaite que ce ne soit pas la dernière fois qu'on en discute. Lançons un mouvement, toi et moi. Oui. Absolument. À demain. Restez connectés. Tout ce que vous avez manqué